Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est notre émission Territoire d'Info, Journal des territoires, la matinale de Public Sénat qui redémarre avec la presse quotidienne régionale, les télés locales, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires aussi sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter. Puis après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info. Aujourd'hui, c'est Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement qui sera sur ce plateau en direct. Puis à 8h30, ce sera un Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique qui suivra le reste de ces rubriques. À tout de suite pour le JT des territoires. C'est la lettre aux Français adressée par le président de la République qui va relancer ce débat national. Dans les mairies, les cahiers de doléances ont fait leur réapparition. Ils permettent de donner la parole aux habitants. Ces cahiers seront ensuite remis au chef de l'État. Et à Distroffe en Moselle, par exemple, plusieurs habitants sont venus remplir ces cahiers déjà. Un reportage de Fanny Bragard pour Via Mirabel, notre partenaire. Petite commune de 1900 âmes, Distroffe n'a pas échappé au mouvement des Gilets jaunes. Alors pour prendre le pouls de ses administrés, le maire a ouvert il y a un mois un cahier de doléances. Bien décidés à faire entendre leur colère trop souvent sourde, une dizaine de citoyens est venue en mairie pour en noircir les pages. On a cette impression-là d'être dans un pays assez injuste. On sent qu'il y a très mauvaise répartition des impôts, un système de plus en plus inégalitaire, l'évasion fiscale, enfin tout ça c'est horripilant et je comprends qu'il y ait des gens qui dans la rue commencent par péter les plombs et ça ne m'a pas étonné ce qui s'est passé avec les événements qui sont passés il y a un mois. Une injustice sociale que pointe aussi Michel. Retraité, il a été frappé au portefeuille par la hausse de la CSG et la désindexation des retraites. Mais pour lui, le principal problème vient du gouffre entre le peuple et ses représentants. Il n'y a pas de rapport social entre les élus et le peuple. Nous. Voilà. Et ils se confinent dans leur petite bulle. Un constat partagé par le premier magistrat de la ville et encore renforcé après lecture des griefs de ses habitants. Nos concitoyens mesurent aujourd'hui un fossé qui s'est creusé entre, on va dire, l'élite de notre pays et le français travailleur, le français moyen. Je pense que l'écart est trop important aujourd'hui pour être supportable. Et que la situation économique de nos familles, de nos foyers, aujourd'hui devient intenable pour un grand nombre de nos concitoyens. À Distroffe comme ailleurs, les questions de pouvoir d'achat et d'égalité sociale occupent une grande place. Ces deux sujets seront examinés lors du grand débat national. Je sais que ça va être très difficile parce que pour l'instant on a demandé aux citoyens de venir remplir des cahiers de doléances. On n'a pas apporté toutes les réponses aujourd'hui et on veut se mettre à réfléchir sur un nouveau monde. Mais pour le faire, il faut qu'on rétablisse la confiance entre les élus et le peuple. Si les contours de ce grand débat restent flous, partisan d'une démocratie participative, le maire de Distroffe a d'ores et déjà organisé une réunion publique le 1er février. Tout à fait autre chose. Maintenant, on va se rendre à Brest, où le dépistage du cancer va être l'un des meilleurs du monde. L'hôpital vient de se doter d'un nouvel équipement développé par la société Siemens. Il s'agit d'un appareil d'imagerie médicale particulièrement innovant pour diagnostiquer les cancers. Cet appareil n'a pas d'équivalent dans le monde. Plus de précision avec Frédéric Lorenzon pour le Télégramme. Ce nouveau TEP-scan numérique coûte 3 millions d'euros et c'est le premier au monde installé dans un hôpital. Au service d'imagerie moléculaire du CHRU de Brest, il est en service depuis le 4 octobre. Un équipement 4 fois plus précis que ses prédécesseurs. Il permet deux choses. D'abord, de voir plus fin et mieux, c'est-à-dire qu'on voit de plus petites choses et avec une précision et un index de confiance important. La deuxième chose, c'est qu'elle nous ouvre un potentiel de développement énorme, en particulier dans le cadre de la recherche. La précision d'image de ce nouveau tomographe permet de mieux cibler les traitements, notamment dans le cas du cancer. Alors là, c'est
un patient qui vient pour faire un bilan d'évaluation de l'évolution de sa maladie sous traitement. Et donc l'enjeu est d'essayer de voir dans quel cadre le traitement est efficace ou manque d'efficacité. Le CHRU présentait avec le constructeur ce nouveau tomographe par émission de Positon. Le choix de Brest pour cette première mondiale était naturel. Nous avons besoin, lors d'une première installation, d'avoir un centre de référence, un centre d'excellence, et Brest est un centre de médecine nucléaire reconnu. Le biographe Vision permet de réduire le temps d'examen de 20 à 6 minutes. Un confort accru pour les patients, mais aussi un gain pour ce service qui réalise déjà plus de 9000 examens par an. Oui, on peut passer plus de patients sur l'examen, on peut raccourcir la durée d'un examen si le patient est douloureux, donc ça permet une souplesse, une flexibilité qui est plus importante. Désormais, le TEP-scan va permettre de poursuivre la recherche médicale et conforter le CHRU de Brest dans ce domaine. L'année dernière, les équipes brestoises ont drainé 4 millions d'euros de crédits à la recherche médicale. On reste dans le domaine de la santé. Dans l'Aube, les donneurs de sang étaient au rendez-vous. Les Aubois ont été généreux durant les fêtes. 350 personnes ont donné leur sang. Une grande satisfaction pour l'équipe de l'établissement français du sang qui appréhende souvent ces périodes de fêtes qui, couplées aux maux de l'hiver, peuvent entraîner une chute du nombre de dons. C'est un reportage de Vosges Télévisions. Un très bon bilan pour les collectes de sang dans l'Aube. Si d'habitude les périodes de fêtes et de vacances sont plus critiques en termes de maintien des stocks, à Troyes et dans le département, les donneurs ont largement répondu présent depuis mi-décembre. On a eu plus pour la semaine d'avant Noël et on a eu quand même ce qu'il fallait pour les semaines un peu sensibles, donc on est bien. Il y a toujours des groupes qui sont très surveillés, le O négatif, le B négatif, comme je disais à une dame qui est très sollicitée à l'instant, mais oui, mais au négatif, on a toujours besoin. C'est là qu'on s'approche le plus d'un petit risque de manque. Mais sinon, non, tout bien. De fait, durant la semaine de la générosité, juste avant les vacances, 350 personnes se sont présentées pour faire un don de sang, de plaquettes ou de plasma. C'est plus que d'habitude dans le département. La semaine de Noël, 200 donneurs ont été reçus, soit un chiffre semblable aux semaines classiques. Et dès début janvier, les donneurs réguliers sont déjà au rendez-vous. Petite forme, mais bon, ça va. On sait qu'on fait un beau geste, et donc ouais, on est contente. C'est important parce qu'on sait qu'on aide quelqu'un et donner le sang, c'est important. Voilà. C'était il y a 2 mois j'ai donné, donc 2 mois plus tard je viens. Dans la mesure où je peux donner facilement, d'autres personnes ne peuvent pas, donc je sais pas le temps que ça prend. Une petite heure grand maximum, tout compris. C'est juste un petit geste, je pense, qui est simple pour moi, mais ça peut aider des gens qui ont plus besoin que moi. Je pourrais un peu plus souvent, donc ça c'est une des bonnes résolutions pour cette année, c'est effectivement d'être un peu plus régulier. C'est plutôt la fatigue des fois qui fait qu'on attend un peu que tout soit passé, le gros des fêtes, mais si ils viennent quand même, et puis justement c'est la bonne résolution. Allez, première bonne résolution, j'arrête de fumer, je donne mon sang, et puis en espérant que ça continue. Courant janvier, comme chaque mois, des collectes mobiles sont organisées dans tout le département. Mercredi après-midi, une équipe de l'établissement français du sang sera à l'espace Argence, à Troyes. Les 16 et 17 janvier à Romilly-sur-Seine, le 18 après-midi à Vendeuvre-sur-Barse ou encore le 30 à Arcis-sur-Aube. Pour aller au plus près des donneurs, c'est souvent... C'est loin pour eux, ceux qui ne travaillent pas sur Troyes, où les horaires ne leur conviennent pas forcément. Donc c'est important d'être là pour offrir la possibilité qu'eux offrent leur sang. Et notez que le 22 janvier, les parents d'élèves et employés du collège de la Villeneuve à Saint-André-les-Vergers sont invités à donner eux aussi au sein de l'établissement dans le cadre d'un projet pédagogique. Voilà, on prend un peu de hauteur dans ce journal. Les stations de ski s'adaptent aux habitudes des consommateurs. Si les vacanciers ont répondu présent en station lors de ces fêtes de fin d'année, les professionnels de l'hébergement doivent aujourd'hui s'adapter pour faire face à un changement des habitudes de consommation. Sites de réservation, plans de dernière minute, autant d'évolutions qu'il faut donc anticiper, comme dans la station de la Toussuire, dans la vallée de la Maurienne. Un reportage d'Emmanuel Jo pour 8 Mont-Blanc, une de nos chaînes partenaires bien placées à la montagne. La neige est là et les touristes aussi. Quelques jours après la fin des vacances des fêtes de fin d'année, le bilan est plus que positif à la Toussuire. On a fait une vraie semaine, une vraie quinzaine, à remplissage aussi bien que pour les vacances de février. La station était vraiment pleine, la première semaine un peu moins, mais la deuxième semaine, la semaine Nouvel An, 95%. On part sereinement, mais tant qu'on n'a pas fait l'addition à la fin de la saison, mais ça va aller je pense.
Car si les hôteliers restent prudents, c'est bien parce qu'il est de plus en plus difficile d'anticiper la fréquentation. Avec Internet, c'est bel et bien tout le modèle de réservation qu'il faut repenser. Fini donc les séjours du samedi au samedi. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les voyages de dernière minute, au grand désespoir des professionnels. Je peux vous dire qu'on se retrouve face à une situation où j'ai pris des groupes qu'avant je ne prenais pas sur 3 ou 4 jours. Et ça c'est nouveau parce que on ne faisait pas du groupe, on faisait du séjour. Et le groupe il est venu parce que on a besoin de le faire. De toute manière, si vous ne les anticipez pas, vous êtes mort. Donc ça, c'est obligatoire de s'adapter aux nouveaux techniques de commerce, de s'adapter à la vente en ligne. Les réseaux, c'est tout ce qui est les réseaux Booking, Expedia, Trivago, tous ces trucs-là. Et puis après, c'est aussi de savoir répondre un peu aux observations, mais d'être présent sur ce marché-là. Si vous n'avez pas de visibilité à l'heure d'aujourd'hui, c'est le voisin qui va y aller. Un état de fait qui touche des plus grands hôtels aux plus petites structures familiales, transformant petit à petit le travail des hébergeurs qui tentent aujourd'hui de rester en adéquation avec les demandes de leurs clients. Oui, non, on est beaucoup plus présent sur Internet, oui, on y passe beaucoup plus de temps. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les OTA, on est obligé de se mettre dessus. Oui. Tout seul dans notre coin, on n'y arriverait plus. Enfin, je pense. C'est tout en flux tendu, puisque c'est tout de la dernière minute. Les gens réservent plus ou très peu, très longtemps à l'avance justement. Ils attendent. Au début des vacances, on ne savait encore pas si on allait passer des bonnes fêtes ou pas. Et au final, on a passé des très bonnes fêtes. Donc c'est plutôt bien, mais c'est une autre organisation à avoir. Pourtant, si le modèle économique évolue, les vacanciers restent très accrochés à leur séjour en station. Un signe de bon augure qui devrait vite se confirmer avec les récentes chutes de neige sur nos départements. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant le club de la presse, Jean-Louis Picot, Hubert Coudurier, mais dans un instant, c'est les revues de une de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Et j'ajoute aussi de certains sites numériques de celle-ci. Bonjour Saveria. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. On commence cette revue de presse avec la lettre d'Emmanuel Macron, évidemment aux Français, dans la dépêche du midi ce matin. 5 pages pour redonner confiance aux Français. Emmanuel Macron dévoile sa lettre aux Français. Il y détaille les grands thèmes, les différents thèmes du grand débat national. Au total, 35 questions, dont la transformation du Sénat. Le chef de l'État parle aussi des espoirs à propos du grand débat national qui doit permettre, je cite, d'établir un nouveau contrat pour la nation. En revanche, pas question de discuter d'un rétablissement de l'ISF. Les 5 pages sont donc à lire en détail dans votre quotidien, la dépêche du midi. Et ça continue évidemment dans la Voix du Nord. Place au grand débat à la une du grand quotidien régional du Nord. Oui, la Voix du Nord qui publie elle aussi les 5 pages de cette lettre aux Français du président, une lettre qui doit cadrer le grand débat national, dont le coup d'envoi sera lancé demain. Justement, quelle place pour les maires dans ce grand débat national? Ils auront un rôle essentiel, dit Emmanuel Macron ce matin. La Voix du Nord vous propose de découvrir le contenu des cahiers de doléances déposés en mairie. Par exemple, le cahier de doléances du Grand Bourg-Théroult, c'est la commune où se rend Emmanuel Macron demain. Et bien, ce cahier de doléances lui sera remis en main propre par le maire de Grand Bourg-Théroult. Le directeur de l'information du Télégramme est sur ce plateau. L'invité du club de la presse, c'est Hubert Coudurier. C'est les cahiers de doléances également à la une du Télégramme ce matin. Les cahiers de doléances des Bretons, que peut-on y lire? Le Télégramme a pu consulter ces cahiers ouverts dans plusieurs mairies bretonnes. Hausse des salaires et des retraites, suppression de la CSG, fin des privilèges des élus, c'est le terme employé. Voilà ce qui revient régulièrement dans ces cahiers, sans oublier d'autres revendications plus surprenantes comme l'arrêt du massacre des requins ou encore, c'est un peu plus cocasse, la suppression des ronds-points dans les mairies bretonnes. Ce sont visiblement les retraités qui ont le plus rempli ces cahiers de doléances. À Carex, par exemple, ce retraité évoque les retraites de misère des paysans, moins 500 € pour l'homme, moins de 600 € pour la femme. Après avoir cotisé 40 ans chacun, les paysans restent ignorés, méprisés, comme du temps de François Ier. Voilà, vous en avez beaucoup entendu parler, la marque jaune à la une de la République des Pyrénées ce matin. Oui, les Gilets jaunes sont une marque, un mouvement qui ne faiblit pas, bien au contraire, à Pau. Il y a eu des manifestations tout le week-end dans la ville de François-Bayrou. En point d'orgue, une nocturne samedi soir, 2500 personnes venues des départements alentours, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Landes et Gers.
que arpenter les rues de la ville avec quelques débordements et alors que plusieurs agressions de journalistes ont été déplorées ce samedi. C'est à Pau, justement, qu'un reporter, Franck Payavan, a été frappé en plein direct, en couvrant les événements pour un média local. Les actes de cette nature ont été particulièrement nombreux lors de l'acte 9 des Gilets jaunes. Une équipe de LCI a notamment été rourée de coups. Cette fois-ci, c'était à Rouen. Merci Savérien, on vous retrouve pour la troisième partie de notre émission pour l'actualité parlementaire tout à l'heure. On passe au Club de la Presse. Bonjour Jean-Louis Picot, vous dirigez le supplément Écho du Parisien. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour Hubert Coudurier, vous êtes le directeur d'information, je le disais, du Télégramme et président de TBO et TB Sud qui sont les chaînes TNT de Bretagne. On dit Carré, pas Carex, pour Savérien. Carré et pas Voilà. Carex. Notez. Merci Hubert. Grand débat donc national dans une lettre aux Français rendue publique hier. Le chef de l'État pose une trentaine de questions destinées à encadrer la consultation et il annonce qu'il rendra des comptes directement dans le mois qui suivra la fin de ce débat, tout en assurant quand même qu'il n'y aura pas de questions interdites. Alors vous, dans votre édito aujourd'hui du Télégramme, vous dites on est passé de la démocratie verticale à l'horizontale. Hubert Coudurier. Dans une certaine mesure, le chef de l'État dit aux Français, aidez-moi. Aidez-moi à gouverner. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont imposés. Aucun n'est véritablement exclu. On parlera aussi de l'immigration, qui n'est pas forcément le sujet qui peut concerner cette catégorie, enfin en tout cas la politique macronienne. C'est plutôt le Front National qui s'intéresse à l'immigration. Et donc il y a quand même un changement de nature du régime, mais qui ne va pas jusqu'au détricotage de tout ce qui a été fait depuis 18 mois. C'est-à-dire que quelle serait la crédibilité d'un gouvernement qui serait prêt à, parce qu'il y a une pression populaire, parfois séditieuse, à faire le contraire de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais voilà, Jean-Louis Picot, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment une partie des Gilets jaunes. En cause, évidemment, les réformes votées sur la fiscalité patrimoniale, la suppression de l'ISF, tout ça, ça pose problème. Ça pose problème et comme l'a évoqué Hubert, ça n'est pas forcément, même pas du tout évoqué ou alors à demi-mot dans la lettre d'Emmanuel Macron qui s'accroche à son programme. On peut le comprendre, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais il y a une certaine logique pour quelqu'un qui est élu depuis effectivement 1 an et demi à continuer la voie qu'il a tracée. Simplement, le problème aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a perdu le contact avec les Français et que l'idée de de ce débat, de cette consultation, c'est de rétablir justement et d'imprimer mieux ses propositions, ce qui jusqu'à présent n'a pas été le cas, malgré des interventions télévisées, malgré des visites sur le terrain, malgré des mesures très concrètes avec de l'argent qui a été lâché, jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné. Donc l'objectif du débat, c'est déjà de rétablir le contact avec les Français, sachant que... très concrètement, très physiquement, pour lui, c'est d'aller aussi sur le terrain. Ces dernières apparitions ont été très difficiles. C'était pas des succès. Il commence demain d'ailleurs. Il commence dès demain pour lancer le débat. Mais après, on peut, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit c'est le chaos, parce que après les dernières semaines de manifestations, et justement cette coupure qui existe entre l'État et les Français, qui existe depuis longtemps d'ailleurs, parce que quand vous regardez les dernières élections, le taux d'abstention énorme et les déclarations chaque dimanche soir des élus qui disent il faut absolument se remettre en question, les gens ne vont plus voter, il faut qu'on arrive à rétablir son contact, ça n'a pas été fait jusque-là, et aujourd'hui Macron d'une certaine façon paie l'addition. Il a ses responsabilités, mais il y a aussi les responsabilités des prédécesseurs. On ne peut pas lui reprocher tout et son contraire. Ça peut tourner au happening général, à la confusion, mais dans une certaine mesure, la démarche est assez courageuse. Je trouve qu'en plus, le début de la lettre est assez réussi, puisque il dit on vit dans un pays où le sentiment d'injustice est plus fort qu'ailleurs. La France n'est pas un pays comme les autres. Voilà, il y a une exception française. Voilà. La redistribution est quand même beaucoup plus forte en France qu'ailleurs. Et les inégalités sont beaucoup plus corrigées par les transferts sociaux. Il faudrait tout de même en prendre conscience. Et puis alors, il y a quand même un développement sur ce qui est inacceptable, c'est-à-dire les violences. Les violences contre les journalistes, les violences contre une cinquantaine d'élus qui ont été agressés parfois à leur domicile. Et donc ça, il le
le dit, il le réitère très fermement. Un mot sur la forme, Jean-Louis Picot, pardon. Donc, cette crise des Gilets jaunes, Hubert Coudurier a écrit dans son éditorial qu'elle a été amplifiée par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la bonne réponse d'écrire une lettre, de poser les choses, quand on sait qu'on vit à l'époque des réseaux sociaux, où tout, j'allais dire, doit se faire vite, doit se dire vite, doit se comprendre vite. Elle est longue, cette lettre, en plus. Je crois que le fait d'écrire une lettre, c'est quelque chose qui s'adresse personnellement à quelqu'un. Donc Emmanuel Macron, je parlais de rétablir le contact, voulait dans la forme justement y donner quelque chose d'un peu ancien monde. Enfin, ma question est ironique. Ça fait pas un peu ancien de monde. François Mitterrand avait fait une lettre aux Français. Dans la forme derrière, sur le débat, il y a un site internet qui est mis en place où les gens peuvent s'exprimer. Le fait d'écrire une lettre, d'ailleurs, il devait l'envoyer à tous les Français. Finalement, il a choisi de la faire publier dans la presse. On est très content, mais on aurait pu penser qu'il allait s'adresser encore une fois personnellement à tous les Français. Bon, mais ça c'est la forme. Je veux dire, le plus important, c'est effectivement de trouver ce nouveau modèle. On a parlé couverture sociale en France. C'est un système qui est assez exemplaire pour le coup. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé une façon moderne de l'appliquer, garder justement toutes ces garanties qui accompagnent les gens, mais aussi trouver l'argent pour assumer tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé la formule pour le faire. La solennité, la forme est importante. C'est réintroduire une forme de solennité. Mitterrand avait merveilleusement réussi. Bien sûr. Et à l'époque, il avait réingardisé Chirac et été réélu dans la foulée. Voilà, c'était pour être candidat. Voilà. Nicolas Sarkozy, ça avait déjà moins bien marché, ça avait été un peu banalisé. Là, il est quand même important que le chef de l'État, qui en plus a une dimension littéraire et des références un peu philosophiques, c'est important qu'il puisse donner cette mesure, après être intervenu lors de ses vœux de façon très explicite, dans une intervention qui a été saluée par certains et décriée par d'autres. Voilà, la démocratie horizontale. On y revient tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission après l'invité politique Marc Fesneau, qui est le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui sera là. Jean-Louis Picot dans le Parisien Écho. Alors là, ça fait un peu rêver. Changer d'horizon. Vous revenez sur ces thèmes de vie d'ailleurs, pas simplement de vie professionnelle. Changer de vie, changer de métier, partir dans une nouvelle région, partir à l'étranger. La mobilité professionnelle qui présente de nombreuses opportunités. Vous les décrivez très bien dans ce supplément Écho ce matin. Oui, alors on les décrit parce qu'il y a un rendez-vous les 17 et 18 janvier à la Villette à Paris pour justement un salon qui est un peu le mode d'emploi de la mobilité professionnelle. Qui passe en revue les différentes étapes, que ce soit l'accompagnement dont on peut bénéficier en termes de formation, parce que avant de bouger, on peut pas partir comme ça. On peut pas partir comme ça. Souvent, la première étape, d'ailleurs, c'est le bilan de compétences. Et donc, ce salon va permettre de rencontrer des gens, des collectivités, qu'elles soient locales ou non, Pôle emploi, des pays étrangers aussi seront représentés, le Canada, par exemple. Qui fait rêver les Français. Qui fait rêver les Français, beaucoup, parce qu'il y a des opportunités d'emploi là-bas, et puis tout ce qui peut permettre aux gens justement de nourrir leur réflexion dans le cadre de leur avenir professionnel, parce qu'on peut avoir envie de changer de poste, de changer de métier. La plupart des gens, maintenant la moitié des gens changent 3 fois de métier dans leur vie, et je pense que ça va s'accélérer très vite. Il y a un chiffre d'ailleurs, 52% de proportion d'actifs français ayant déjà connu au moins 3 métiers. Ça veut dire qu'on les exerce pas forcément au même endroit, du coup, ces 3 métiers. Absolument. Il y a énormément de gens qui bougent d'abord, qui changent de région dans le même métier pour ensuite aller vers une reconversion, puisque la mobilité professionnelle, ça concerne bien entendu les jeunes, mais aussi les gens qui souhaitent changer de métier à 40, voire 50 ans. Alors, il y a un schéma d'ailleurs avec des dessins assez amusants, donc à la une du supplément Écho. Alors, ces candidats au départ, vous avez fait une checklist de 5 points. Alors, d'abord, êtes-vous attaché à votre bureau? C'est bizarre comme question. C'est quoi, c'est son cadre de travail? Ce sont des décisions très importantes dans la vie personnelle des gens. Donc il faut déjà se poser la question, est-ce que vraiment mon emploi actuel ne me convient pas, ne me convient pas suffisamment? Non mais là, vous parlez du lieu même. Oui, bien sûr. De la manière les habitudes, c'est important. Ça peut être déstabilisant quand on change. Pouvez-vous embarquer votre famille? Aussi. C'est la moindre des choses d'en parler au sein de sa famille avant de prendre la décision. Oui, les Français sont les moins mobiles qu'ils soient en termes de mobilité. Il faut quand même le noter. C'est un enjeu aujourd'hui, alors qu'il faut le rappeler, on a des régions quand même qui sont très dynamiques, avec les moyens de transport tels le TGV qui ont
permis à des villes de monter en puissance économiquement. Les organisations des entreprises maintenant permettent la mobilité, permettent aussi de travailler de chez soi. Donc il y a vraiment beaucoup d'arguments pour aller vers plus de mobilité, ce qui est effectivement important dans le cadre de l'économie française, de son développement. Je peux dire un mot, notamment la Bretagne. Reste bon, alors moi je vais vous parler à 7,5% de taux de chômage, 2 points de moins que la moyenne nationale. Bon, moi je vais venir à Bordeaux avec le témoignage de Marie Drocourt, qui elle est conseillère en stratégie digitale. Elle dit à Bordeaux, je travaille mieux que je ne travaillais avant, parce que le cadre compte tellement que je m'y mets plus. Ça fait partie un peu de ces arguments que l'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire il faut aussi être convaincu que la région dans laquelle on va aller a des arguments, justement. L'un des arguments des gens, c'est de dire on veut une vie personnelle et une vie professionnelle qui sont mieux équilibrées. Plus harmonieuses, ils disent. Plus harmonieuses, ce que peuvent offrir pas mal de villes en province. Donc c'est vrai que c'est important aussi ce cadre de vie qu'on va rencontrer, et c'est aussi l'une des choses auxquelles il faut veiller, c'est de se renseigner très précisément sur la région dans laquelle on va s'installer, ses atouts, dans la vie culturelle aussi, dans les équipements collectifs pour les enfants. Il y a plein de paramètres. Ce papier aussi, dans le supplément éco de Céline Chaudot, s'installer à l'étranger, un projet à deux, s'épanouir en couple. Il est intéressant aussi ce papier dans le cadre Parfois, de ce supplément. c'est plus facile pour s'installer, d'être à deux, ça permet d'être plus fort dans le cadre de l'intégration. Supplément éco du Parisien, changer d'horizon. Voilà un peu d'air frais en ce début d'année. Dans un instant, de l'air frais avec la météo des territoires aussi, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien. Tout de suite après, ce sera Marc Fesneau à 8h. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté du monde avec TV5 Monde, ce que vous devez retenir de ce qui s'est passé ces dernières heures. Avec, pour commencer, cet écrivain en exil, l'ancien gauchiste italien César Battisti, condamné pour meurtre en Italie et arrêté samedi en Bolivie. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Reparti dans la clandestinité, Cesare Battisti n'aura pas tenu longtemps cette fois dans le viseur de Jair Bolsonaro, le nouveau président d'extrême droite brésilien qui a fait de sa capture une de ses promesses électorales, promesses tenues et saluées ces dernières heures du côté italien. Ce n'est ni le dernier ni le seul. Il y en a des dizaines d'autres, des assassins en liberté dans toute l'Europe, dans le monde entier. Je vous donne ma parole que nous mettrons toute l'énergie possible pour les ramener dans les prisons italiennes, du premier au dernier. Cela faisait plus de 3 ans que Panos Kamenos et son petit parti conservateur, l'ANEL, travaillaient main dans la main avec le parti de gauche Syriza au sein du gouvernement grec. Le dossier macédonien a eu raison de cette alliance.
J'ai remercié le Premier ministre pour notre coopération et je lui ai expliqué qu'à cause de cette question nationale, nous ne pouvions continuer. Panos Kamenos, ministre de la Défense du gouvernement Tsipras, démissionne. Il ne peut, dit-il, soutenir l'accord passé en juin dernier entre son pays et l'actuelle Macédoine. C'est en musique que les partisans se sont rassemblés devant le siège de l'UDPS ce dimanche. Une fête ininterrompue depuis que Félix Tshisekedi a été proclamé président par la CENI. Le parti de Joseph Kabila, lui, garde la majorité au Parlement, ce qui ne semble pas gêner les partisans de la base. Nous, l'UDPS, la base de l'UDPS, nous serons là pour contrôler tous les gens qui seront nommés dans le gouvernement. Il est arrivé avec un peu de retard à Carabelada, à 40 km de Caracas, la capitale du Venezuela. Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale, devait y tenir une réunion publique. En retard et le visage grave parce que quelques minutes avant ces images, il a été arrêté par les services de renseignement vénézuéliens. Intercepté dans sa voiture sur l'autoroute par des hommes cagoulés, les marques sur ses poignets illustrent son refus de se faire menotter. Voici les symboles de l'oppression. Mais ici aujourd'hui, il y a les symboles du courage.